Avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence? Sur le tissu délavé de sa chemise ou les semelles usées de ses chaussures? Nous l'avons tous fait. Mais que se passerait-il si la personne que vous avez méprisée était la seule que vous aviez désespérément besoin d'impressionner? Et si la serveuse dont vous vous êtes moqué détenait les clés de votre avenir tout entier? Ce n'est pas seulement une histoire d'erreur d'identité, c'est une histoire sur ce qui se passe lorsque les invisibles deviennent soudainement visibles, lorsque les couloirs du pouvoir mènent directement au sol d'une cuisine, et lorsque la cruauté désinvolte d'un homme menace de faire s'effondrer tout son empire. Restez avec moi, car la vérité est toujours servie en dernier. Catherine Beaumont se sentait plus comme un fantôme que comme une PDG. Au cours des 6 mois qui avaient suivi le décès de son père, Arthur Beaumont, elle avait habité son bureau d'angle au 55e étage, de la tour Beaumont. Tel un spectre, la vaste étendue de verre offrait une vue divine sur Lyon, une ville que son père avait contribué à façonner, un hôtel de luxe et un restaurant 5 étoiles à la fois. Le groupe hôtelier Beaumont était son héritage, un titan de l'industrie, synonyme d'opulence et de service impeccable. Maintenant, c'était le sien. Le poids de cette responsabilité était suffocant. Elle portait ses tailleurs Dior sur mesure comme une armure, ses cheveux tirés en un chignon sévère, son expression un masque d'autorité soigneusement construit. Elle présidait des réunions du conseil d'administration, analysait des rapports trimestriels et négociait des contrats de plusieurs milliards d'euros avec une précision qui aurait rendu son père fier. Mais la nuit, dans le silence stérile de son penthouse, le masque s'effritait. Elle se regardait dans le miroir et ne voyait pas une dirigeante, mais une fille perdue dans l'ombre colossale de son père. Arthur Beaumont n'était pas né dans la richesse. Il avait commencé comme plongeur, les jointures à vif et le dos endolori. Il disait toujours « L'âme de cette entreprise ne se trouve pas dans la salle du conseil, Catherine. Elle est dans les buanderies, les cuisines, les couloirs. Elle est dans les gens dont personne ne prend la peine d'apprendre le nom. » Il avait pris l'habitude, même en tant que PDG, de passer une semaine chaque année à travailler sous couverture dans l'un de ses propres établissements. Il se faisait passer pour un bagagiste, un agent d'entretien, un commis de cuisine. Il appelait cela son « retour à la réalité ». L'idée a commencé comme un murmure dans son esprit, une impulsion désespérée, presque folle. Et si elle faisait la même chose? Le conseil d'administration penserait qu'elle avait perdu la tête. Son directeur général adjoint, un homme perpétuellement inquiet nommé Georges Lemaire, est probablement une crise cardiaque. Mais le murmure s'est fait plus fort, plus insistant. Elle était en train de négocier un partenariat monumental avec Valentitech, une entreprise dirigée par son fondateur fantasque, Marco Valenti. Cet accord moderniserait toute l'expérience client de Beaumont, intégrant une technologie de pointe dans chaque facette de leur service. C'était l'avenir de l'entreprise. Valenti était réputé pour être brillant, exigeant et notoirement difficile à impressionner. Son équipe effectuait sa diligence raisonnable en visitant les propriétés Beaumont. Mais Catherine sentait une déconnexion. Elle vendait une promesse de service qu'elle n'avait pas elle-même expérimentée, du moins pas depuis la base. Elle voulait sentir l'âme de l'entreprise, tout comme son père l'avait fait. Elle voulait savoir si les valeurs qu'il avait inculquées respiraient encore au cœur de son empire, ou si elles n'étaient que de jolis mots, dans une déclaration de mission d'entreprise. La cible était l'Aurélia, leur restaurant phare, un temple de la gastronomie moderne avec une liste d'attente de 3 mois et des prix qui faisaient sourciller les aristocrates. C'était le joyau de la couronne Beaumont et, selon les rapports internes, un modèle d'efficacité et de satisfaction des employés. Catherine avait des doutes. La perfection était souvent un joli masque cachant quelque chose de laid. Son premier appel fut pour Sarah Dubois, la directrice des ressources humaines, et l'une des rares personnes en qui elle avait une confiance implicite. Sarah avait été la confidente de son père et connaissait Catherine depuis qu'elle était une jeune fille. « Tu veux faire quoi ?» La voix de Sarah crépita sur la ligne sécurisée, un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait étrangement à du plaisir. « Tu m'as bien entendu, » dit Catherine en arpentant son bureau. « Je veux un poste de serveuse à l'Aurélia et personne ne doit savoir qui je suis. J'ai besoin d'une nouvelle identité, d'une histoire crédible et d'une place sur le planning qui n'éveillera aucun soupçon. » Il y eut une longue pause. « Arthur aurait adoré ça, » dit finalement Sarah, la voix douce. « Il a toujours dit que tu avais plus de lui en toi que tu ne le pensais. »« Très bien, Catherine, allons te trouver un travail. Bienvenue au SMIC. »
La transformation fut brutale. Catherine Beaumont, la PDG, cessa d'exister. À sa place se trouvait Kate, une femme à la fin de la vingtaine avec une histoire de vagabondage de ville en ville, enchaînant les petits boulots pour joindre les deux bouts. L'équipe de Sarah avait élaboré un curriculum vitae succinct, mais plausible. La contribution de Catherine fut la garde-robe. Elle passa un après-midi dans une friperie, l'odeur étrangère d'histoires oubliées s'accrochant aux vêtements. Elle acheta un pantalon noir délavé, des chats, hussures antidérapantes aux semelles presque lisses et quelques t-shirts gris fins qui avaient connu des jours meilleurs. Elle lâcha ses cheveux, abandonnant le chignon impeccable pour une simple queue de cheval légèrement désordonnée. Elle enleva sa manucure coûteuse, laissant ses ongles nus. Se regarder dans le miroir était comme voir une étrangère. La femme qui la fixait avait l'air fatiguée, anxieuse. La confiance coûteuse et subtile qu'elle portait habituellement avait disparu, remplacée par une vulnérabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était bien. C'était ce dont elle avait besoin. Kate était crédible. Son premier jour à l'Aurélia fut un choc systémique. Elle entra par l'entrée du personnel dans la ruelle arrière, à des années-lumière du grand hall au sol de marbre qu'elle avait traversé pour des événements de presse. L'air était épais des odeurs d'eau de javel, d'huile chaude et de stress. La grâce calme et signesque de la salle à manger était alimentée par le brassage frénétique des jambes de la cuisine et de son personnel. Elle fut présentée à sa chef de rang, une femme nommée Isabelle Rossi. Isabelle était immaculée, son uniforme noir parfaitement amidonné, ses cheveux sombres enroulés dans un chignon sans défaut. Elle avait des yeux perçants qui ne manquaient de rien et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle toisa Kate de haut en bas, son regard s'attardant sur les chaussures usées. Un rictus léger, presque imperceptible, effleura ses lèvres. « Tu es la nouvelle, Kate, » dit-elle, sa voix sèche et froide. « Dubois des RH t'a fait passer en priorité. Tu dois avoir un ange gardien. N'en attends pas un ici. » Elle tendit à Kate un fin tablier. « Ta station était le couloir arrière, l'eau, le pain et le débarrassage. Ne parle pas aux clients à moins qu'ils ne te parlent en premier. Ne te mets pas dans le chemin. Et pour l'amour de Dieu, essaie de ne pas avoir l'air de dormir dans une gare routière. » La pique la blessa, une piqûre vive et surprenante à son ego. Catherine, la PDG, l'aurait renvoyée sur le champ, mais Kate, la serveuse, hocha simplement la tête docilement. « Oui, madame. C'est Isabelle, » lança-t-elle sèchement. « Pas madame. On n'est pas à l'armée. » Les premières heures furent un tourbillon de chaos organisé. Le travail de Kate était subalterne, mais incessant. Transporter de lourds plateaux de vaisselle sale jusqu'au vacarme assourdissant de la plonge, polir des rangées infinies de verres à vin jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, remplir des verres d'eau avec une carafe qui semblait peser 50 kilos. Ses muscles, habitués aux séances de pilates et d'entraînement personnel, criaient leurs protestations. C'est lors d'une brève accalmie qu'elle rencontra David Chen. C'était un serveur plus âgé, probablement à la fin de la 50e antenne, avec des yeux plissés bienveillants et un calme qui semblait déplacé dans l'énergie frénétique du restaurant. Il polissait des couverts à une petite station, ses mouvements efficaces et rodés. Il la vit grimacer en étirant son dos. « Premier jour ?» demanda-t-il, la voix chaude. « C'est si évident que ça, » répondit Kate avec un faible sourire. « Tout le monde a cette tête le premier jour, » gloussa-t-il. « Je suis David. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Isabelle peut être un peu cassante. « Un peu, » acquiesça Kate en se frottant l'épaule endolorie. « Elle ne jure que par les apparences, » dit David, la voix baissant légèrement. « Cet endroit est son royaume. Garde la tête basse, fais ton travail, et tout ira bien. » Il s'arrêta, la regardant de plus près. « Tu sais, tu as des yeux bienveillants. Ça me rappelle le vieux. »« Le vieux ?» demanda Kate, son cœur faisant un petit bond. « Monsieur Beaumont, elle. »« Fondateur ?» dit David avec un sourire affectueux. « Il venait il y a des années. Pas en tant que grand patron, tu sais. Il s'asseyait juste au bar ou parfois venait même aider en cuisine quand ils étaient débordés. Il disait qu'il aimait voir comment le moteur tournait. Il avait ce même regard, comme s'il te voyait vraiment, pas seulement te regardait. » Les larmes piquèrent les yeux de Kate, et elle se détourna rapidement, feignant de vérifier une pile de serviettes. Le fantôme de son père était ici, dans les souvenirs d'un gentil serveur qui n'avait aucune idée de qui il parlait. L'inconfort, les muscles endoloris, le mépris de la directrice, tout cela s'estompa un instant, remplacé par un profond sentiment de mission. Elle n'était plus seulement un fantôme dans le bureau de son père. Elle était sur le terrain à la recherche de son âme, et elle avait le sentiment d'être exactement au bon endroit.
La première semaine se fondit dans la seconde, et la vie de Kate prit un rythme épuisant, défini par le carillon des cloches de service et la douleur dans ses pieds. Le glamour de l'Aurélia devint un mince vernis sur un monde de pression incessante. Elle apprit le langage tacite du personnel, un signe de tête pour signaler qu'une table avait besoin d'être débarrassée, un regard vif pour avertir de l'approche d'un manager, un soupir las partagé dans le calme momentané du vestiaire. Catherine, la PDG, était un lointain souvenir. Kate, la serveuse, était sa réalité. Elle apprit à équilibrer 3 assiettes débordantes sur un bras, à mémoriser des commandes complexes sous pression, et à développer un 6e sens pour savoir quand le verre d'eau d'un client était aux 2/3 vide. Elle apprit que le sourire d'un serveur était une armure portée quel que soit le manque de politesse d'un client ou l'intensité de sa douleur au dos. Son bourreau principal restait Isabelle, elle. La directrice semblait avoir choisi Kate comme son projet personnel d'humiliation. La moquerie était rarement assez flagrante pour être signalée, mais elle était constante, un poison à diffusion lente. « Kate, ton tablier a une tache. »« Encore, » disait Isabelle devant les autres membres du personnel, sa voix dégoulinant de déception. « Les standards de l'Aurélia sont absolus. Peut-être sont-ils un peu trop élevés pour toi. » Elle assignait constamment Kate à la Sibérie, la section la moins désirable du restaurant, avec le moins de tables, s'assurant que ses pourboires soient moins maigres. Lorsqu'un habitué riche et bien connu se plaignit que son eau avait été remplie trop lentement, Isabelle prit Kate à part. « Est-ce que tu comprends qui c'était » siffla-t-elle, son visage à quelques centimètres de celui de Kate. C'était Monsieur Fournier, de Fournier et Associés. Son opinion compte. Ta négligence rejaillit sur moi, sur nous tous. Rep, rends-toi ou tu iras nettoyer les bacs à graisse. Chaque insulte, chaque critique injuste, Catherine l'enregistrait dans son esprit. Il ne s'agissait plus de ses propres sentiments blessés. Il s'agissait de la culture d'entreprise. Si cela lui arrivait à elle, cela arrivait à d'autres. Elle voyait la peur dans les yeux du personnel plus jeune, la façon dont il tressaillait à l'approche d'Isabelle. Ce n'était pas le lieu de travail sain et respectueux que son père avait imaginé. C'était un lieu régi par la peur. David Chen restait son seul véritable allié. Il lui passait discrètement une barre protéinée lorsqu'elle manquait une pause repas et lui offrait de calmes paroles d'encouragement. « Ne la laisse pas t'atteindre » murmurait-il en se croisant dans le couloir de service. « Ton travail est bon. Tu es propre. Tu es rapide. Elle a juste besoin d'une cible. » Au cours d'un service de clôture tardif partagé, alors qu'il roulait, des couverts dans des serviettes, David se confia. « Tu sais, M. Beaumont aurait détesté ce que cet endroit est devenu, » dit-il sans la regarder. Il disait toujours qu'un personnel heureux signifie des clients heureux. Il se souciait des gens. Il savait que ma femme s'appelait Hélène, que mon fils postulait à l'université. Il a envoyé un cadeau à la naissance de mon premier petit-fils. David secoua lentement la tête. Maintenant, tout n'est que chiffres, que apparence. Le cœur a disparu. Le propre cœur de Catherine se serra en entendant cela. « Qu'est-ce qui a changé » demanda-t-elle, la voix basse. « Il est mort » dit simplement David, et la fille a pris la relève. La nouvelle PDG. On ne la voit jamais, bien sûr. Elle est probablement comme tous les autres. Elle vit dans une tour d'ivoire à regarder des feuilles de calcul. Elle n'a aucune idée de ce que c'est ici, en bas. L'âme de cet endroit est morte avec lui. Les mots furent un coup de poing dans le ventre. Tour d'ivoire, feuilles de calcul, aucune idée. C'était tout ce qu'elle craignait de devenir. C'était la raison même de sa présence ici. Peut-être qu'elle ne sait tout simplement pas, proposa Kate, sa voix à peine un murmure. David eut un sourire triste et cynique. Elles ne savent jamais. C'est quelques nuits plus tard que Kate découvrit la 2e fissure dans la façade parfaite de l'Aurélia. Le restaurant avait un système de partage des pourboires. Toutes les gratifications étaient collectées et un pourcentage était distribué entre les commis, les barman et les hôtesses, le reste étant divisé entre les serveurs en fonction de leurs heures. C'était censé être un système équitable, mais Kate, qui était toujours une PDG dans l'âme, avait l'esprit mathématique. Le montant qu'elle rapportait à la maison, même lors des rares soirées chargées où on lui attribuait une section décente, semblait constamment mathématiquement incorrect. Il manquait toujours quelques euros par rapport à ce qu'elle avait calculé. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était assez pour le remarquer. Une nuit, elle resta tard, prétextant avoir oublié un objet dans son casier. Elle observa depuis l'ombre du couloir Isabelle faire les comptes de la soirée dans son petit bureau vitré.
elle vit Isabelle séparer soigneusement les reçus de cartes de crédit de l'argent liquide. Elle regarda la directrice entrer les pourboires par carte de crédit dans le système de paie, puis compter l'argent liquide. Et puis elle le vit. Isabelle prit une petite liasse de billets de la pile d'argent liquide et la glissa dans son sac à main avant de rassembler le reste pour le dépôt. C'était si habile, si rodé, que c'en était presque invisible. 100 € par-ci, peut-être 200 par-là, écrémés sur les pourboires en espèces, avant même qu'ils ne soient officiellement, enregistrés. Sur une semaine, un mois, une année, cela représenterait des milliers d'euros volés directement dans les poches du personnel. À David qui essayait d'aider son fils pour l'université, à Maria, l'hôtesse qui cumulait 2 emplois pour soutenir sa mère, à chaque personne qui travaillait sous le joug d'Isabelle. La rage qui emplit Catherine était froide et acérée. Ce n'était pas seulement de l'intimidation ou une mauvaise gestion, c'était du vol. C'était une trahison de la confiance que son père avait placée en ses employés. Elle sortit discrètement son téléphone, se cachant derrière une grande plante en pot, et filma pendant 30 secondes, juste assez longtemps pour capturer Isabelle empochant l'argent. La vidéo était granuleuse, mais c'était une preuve indéniable. Le lendemain, le restaurant bourdonnait d'une tension électrique. Un email avait été envoyé. Marco Valenti, le milliardaire de la tech, venait à l'Aurelia pour un « dîner d'affaires » afin de finaliser les dernières étapes du partenariat avec le groupe hôtelier Beaumont. Sa visite était le sceau d'approbation informel final. Tout l'avenir de l'entreprise, l'initiative phare de Catherine, dépendait de ce dîner. Isabelle rassembla le personnel pour une réunion avant le service. Ses yeux brillaient d'une intensité fiévreuse. « Ce soir est la soirée la plus importante de l'histoire de ce restaurant », annonça-t-elle, sa voix résonnant d'une suffisance évidente. Marco Valenti n'est pas n'importe quel client, c'est un faiseur de rois. Son expérience de ce soir sera rapportée directement à la direction. Tout doit être au-delà de la perfection. L'argenterie doit étinceler. Les verres doivent être invisibles. Chaque assiette doit être une œuvre d'art. Chaque sourire doit être sincère. Elle balaya du regard le personnel assemblé, ses yeux se posant, comme si souvent sur Kate. « Toi, dit-elle en pointant, t'es un doigt accusateur. Tu seras en cuisine ce soir à polir les verres. Tu ne dois pas entrer dans la salle à manger. Je n'aurai pas à le voir ça. » Elle fit un vague geste en direction de l'uniforme simple, propre mais usé, de Kate. « Ton genre particulier de shabby chic n'est pas l'image que nous présentons ce soir. Suis-je bien comprise ?» Un murmure parcourut le personnel. C'était une rétrogradation publique et brutale. Kate sentit la rougeur de l'humiliation lui monter au cou, mais à l'intérieur une froide résolution s'installa. C'était parfait. Isabelle, dans son arrogance, commettait une erreur fatale, et Marco Valenti, l'homme dont elle prétendait tant valoriser le jugement, était sur le point de faire partie du test final. Elle avait prévu de l'observer, et maintenant elle verrait comment lui et son équipe se comportaient quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. « Compris, Isabelle, » dit Kate, la voix, X égale. Elle se retira dans les confins humides de la cuisine, son esprit un tourbillon de pourboires volés, de l'héritage de son père et de l'arrivée imminente de l'homme qui tenait l'avenir de son entreprise entre ses mains. La scène était prête pour un désastre ou pour un règlement de compte. L'atmosphère dans la cuisine de l'Aurelia était une cocotte minute sur le point d'exploser. Les chefs aboyaient des ordres dans un rythme staccato de français et d'espagnol, les poêles grésillaient, et l'air était une tapisserie humide d'une douzaine d'arômes délicieux en compétition. Confinée dans un petit coin étouffant près de la plonge, Kate polissait verre à vin après verre à vin, ses mouvements automatiques. Chaque gobelet étincelant était un témoignage de son invisibilité. Isabelle la voulait cacher, et cachée elle l'était. De son poste d'observation, elle pouvait juste jeter un coup d'œil à travers les portes battantes vers le Mondi S, érine et doré de la salle à manger. Elle regarda Marco Valenti et son groupe de 3 personnes arriver. Il était exactement comme il apparaissait dans les magazines d'affaires, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, avec des yeux sombres et agités et un air de génie impatient. Il ne marchait pas, il arpentait, comme si le monde peinait à le suivre. Isabelle les accueillit avec un sourire servile éblouissant, les escortant personnellement jusqu'à la meilleure table de la maison, une banquette d'angle isolé avec une vue panoramique sur les lumières de la ville. Pendant 1 heure, le service du dîner se déroula avec une précision militaire. Kate continua sa tâche abrutissante, ses pensées s'emballant. Elle avait la preuve du vol d'Isabelle sur son téléphone. Elle avait le témoignage déchirant de David sur l'âme perdue de l'entreprise. Et maintenant, elle était sur le point de voir là,
et caractère de l'homme à qui elle confiait l'avenir de l'entreprise. Puis le désastre frappa, ou comme il s'est avéré, l'opportunité. Un jeune serveur, à peine sorti de l'adolescence et tremblant de nervosité, portait un plateau avec une bouteille de Château Margaux millésimée pour la table de Valenti. Alors qu'il approchait, un autre serveur, se précipitant de la cuisine, le bouscula. La collision fut mineure, mais le résultat fut catastrophique. Le jeune serveur trébucha, et la carafe de vin rouge profond s'envola de sa prise, décrivant un arc dans les airs et éclaboussant directement la chemise blanche impeccable d'un des associés de Valenti. Un hoquet collectif traversa la salle à y manger. L'associé se leva d'un bond en jurant. Le jeune serveur resta figé, le visage livide de terreur. Isabelle fondit sur la scène comme un faucon. Son visage était un masque de fureur. « Espèce d'incompétent !» gronda-t-elle au jeune homme, sa voix un sifflement bas et vicieux destiné uniquement aux oreilles du personnel. « Va à l'arrière, maintenant. » Elle se tourna vers la table, son expression se transformant instantanément en une profonde préoccupation apologétique. « Monsieur Valenti, messieurs, je suis absolument navré. C'est inexcusable. Nous prendrons bien sûr en charge le nettoyage à sec, et nous vous offrons l'intégralité de votre repas. »« Oubliez le repas, » grommela l'homme taché, en tamponnant sa poitrine avec une serviette. « Cette chemise est ruinée. »« Nous avons besoin de plus de vin, » dit Marco Valenti, sa voix sèche et dédaigneuse. Il ne regarda même pas le serveur paniqué qu'on emmenait. Il avait juste l'air agacé, comme si une mouche avait vrombi trop près de sa tête. Les yeux d'Isabelle fusèrent frénétiquement. Ses meilleurs serveurs étaient occupés. Les juniors étaient terrifiés. Son regard balaya au-delà des portes de la cuisine et se posa sur Kate. C'était, et un regard de pur désespoir mêlé de dégoût. Il n'y avait personne d'autre. « Toi !» articula-t-elle silencieusement, lui faisant signe d'un mouvement de tête furieux. « Viens ici, tout de suite. Sers juste le vin. Ne parle pas. » Le cœur de Kate martelait contre ses côtes. Elle essuya ses paumes moites sur son tablier, posa le chiffon à polir et franchit les portes battantes. Le silence soudain de la salle à manger était déconcertant. Elle sentit une centaine de paires d'yeux sur elle alors qu'elle s'approchait de la table la plus importante du restaurant. De l'autre côté de la salle, David lui fit un petit signe de tête encourageant. Elle s'approcha de la table, ses mouvements stables et composés. Elle prit une serviette propre sur un guéridon de service et commença à nettoyer discrètement la petite flaque de vin sur le sol. « Laissez ça », dit Marco Valenti avec impatience, sans même la regarder. Il faisait défiler quelque chose su, et son téléphone. Apportez juste le vin. L'un de ses associés, un homme plus jeune au sourire cruel, se pencha vers son collègue taché. « Regarde-moi celle-là » murmura-t-il assez fort pour que Kate l'entende clairement. « Ils doivent être aux abois. »« Elle a trouvé cet uniforme dans une benne à vêtements ?» L'autre homme ricana. « Elle ne doit pas gagner grand-chose si elle doit porter des chaussures aussi tristes. » Kate se figea une fraction de seconde. L'insulte était si désinvolte, si irréfléchie. Elle ne lui était même pas destinée, mais à l'idée d'elle, à la personne pauvre et invisible qu'il supposait donc qu'elle était. Elle leva les yeux et son regard croisa celui de Marco Valenti un bref instant. Il n'y avait aucun reproche dans son regard, aucun signe qu'il désapprouvait le commentaire de son associé. Il n'y avait qu'un renvoi blanc et indifférent. Il les avait entendus et il s'en fichait. À ce moment, Catherine sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation du restaurant. C'était l'homme à qui elle s'apprêtait à confier l'héritage de son père. Un homme qui restait silencieux pendant que son équipe se moquait d'une personne qu'il croyait inférieure. Isabelle revint avec une nouvelle bouteille de vin, le visage crispé par le stress. « Kate va vous servir, » dit-elle à la table, puis se tourna vers Kate. « Sois prudente, » chuchota-t-elle venimeusement. « Ne rate pas ça. » Kate prit la bouteille. Ses mains étaient stables. Sa formation de PDG, ses années à maintenir son sang-froid dans des négociations à haut risque prirent le dessus. Elle présenta la bouteille à Valenti, sa voix basse et professionnelle. « Château Margaux, 2005. » Valenti grogna son approbation sans lever les yeux de son téléphone. Alors qu'elle versait le vin d'une main experte et stable, Isabelle rôdait à proximité, observant chacun de ses mouvements comme un prédaute. Street, elle, était tellement concentrée sur la performance de Kate qu'elle ne remarqua pas l'associé de Valenti étirant subtilement son pied dans l'espace étroit entre les tables. Alors que Kate reculait de la table, son pied heurta le mocassin tendu. Elle trébucha, pas violemment, mais assez pour lui faire perdre l'équilibre une seconde. Une infime quantité de vin, pas plus de quelques gouttes, gicla de la bouteille sur la nappe blanche immaculée. Ce n'était rien, un petit déversement. Mais pour Isabelle,
C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. « Ça suffit !» hurla-t-elle, sa façade soigneusement contrôlée se brisant complètement. Toute la salle à manger se tut. Les clients se retournèrent pour regarder. « Tu es un désastre, une honte !» Elle attrapa Kate par le bras, ses doigts s'enfonçant comme des serres. « Tu es viré. Dehors, prends tes affaires et sors de mon restaurant. Je n'aurai pas cette incompétence qui entache la réputation de l'Aurélia lors de notre soirée la plus importante. » L'humiliation publique était absolue. Les clients regardaient, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide. Marco Valenti et son équipe observaient comme s'il s'agissait d'un spectacle, une diversion mineure. L'associé qui l'avait fait trébucher avait l'air suffisant. David commença à s'avancer, une protestation sur les lèvres, mais Isabelle lui lança un regard qui aurait pu tuer. Catherine regarda le visage haineux d'Isabelle. Elle regarda les visages narquois à la table de Valenti, et elle regarda le choc et la peur sur les visages des autres membres du personnel. Elle ne se battit pas, elle ne discuta pas. Elle dégagea simplement son bras de l'emprise d'Isabelle, son expression illisible. « Très bien, » dit-elle, sa voix calme mais claire. Elle se retourna et s'éloigna, non pas vers le vestiaire du personnel, mais droit vers l'entrée principale. Elle passa devant les clients bouche bée, devant les grands arrangements floraux, et sortit par les lourdes portes en verre dans la nuit fraîche de Lyon. Elle ne regarda pas en arrière. Isabelle, respirant lourdement, se retourna vers la table de Valenti, forçant un sourire. « Mes plus profondes excuses. Elle est partie. Maintenant, puis-je vous offrir à tous un dessert de notre chef pâtissier ?» Elle était triomphante. Elle avait excisé la tâche, protégé son royaume parfait. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de renvoyer son bourreau. Dehors, debout sur le trottoir, Catherine Beaumont prit une profonde inspiration. Le personnage de Kate tomba comme une peau de serpent. La PDG était de retour et elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle sortit son téléphone, non pas pour appeler un taxi, mais pour appeler Georges Lemaire, son DGA. « Georges, dit-elle, sa voix glaciale, libère ma matinée et réserve la salle à manger principale de l'Aurélia pour une réunion d'entreprise d'urgence à 10 heures. Je veux que tout le personnel du restaurant soit là, payé. Et Georges, assure-toi que Marco Valenti et son équipe de direction soient personnellement invités. Dis-leur que c'est la signature finale de notre partenariat. » Il y eut une pause sur la ligne. « Catherine, est-ce que tout va bien ?»« Tout, » répondit-elle, un calme dangereux s'installant en elle, et sur le point d'être remis en ordre. Le lendemain matin, une énergie inhabituelle emplissait l'Aurélia. Le restaurant était fermé au public. Une pancarte sur la porte indiquait « Fermé pour un événement d'entreprise privée ». À l'intérieur, tout le personnel, serveurs, hôtesses, cuisiniers, plongeurs, étaient rassemblés dans la salle à manger principale, déambulant en groupes confus. Ils avaient été convoqués pour une réunion générale obligatoire à 10 heures du matin, un événement sans précédent. Isabelle R. aussi se déplaçait dans la pièce avec un air de suprême importance. Elle avait reçu l'email de la direction tard la nuit précédente et l'avait interprété comme une conséquence directe de ses actions décisives. De toute évidence, le siège social avait entendu parler du dîner Valenti, et cette réunion visait à la féliciter pour sa gestion rapide et professionnelle de l'incident. Elle portait son uniforme le plus impeccable, son maquillage était parfait, et elle composait déjà le discours qu'elle ferait lorsqu'il lui proposerait inévitablement une promotion. Elle aperçut David Chen près de la fenêtre, un froncement de sourcils inquiet sur le visage. « Détends-toi, David, » dit-elle avec un sourire suffisant. « C'est une bonne chose. Cela montre que la direction fait enfin attention aux standards. Mes standards. » David secoua simplement la tête, ses yeux balayant la pièce. Il cherchait Kate. Il ressentait un profond sentiment de culpabilité pour ne pas l'avoir défendue plus énergiquement la nuit dernière. Il espérait qu'elle allait bien. À 10 heures précises, les portes d'entrée s'ouvrirent. Entra Georges Lemaire, le DGA, le visage grave. Il était suivi de plusieurs autres cadres, au visage sévère du groupe hôtelier Beaumont. Le personnel se tut, intimidé par l'afflux soudain de pouvoir de l'entreprise. Un instant plus tard, Marco Valenti et ses 2 associés de la nuit précédente arrivèrent. Valenti avait l'air impatient, tapotant sur son téléphone. On lui avait dit que c'était une formalité, une cérémonie de signature finale avant un communiqué de presse. Il adressa un signe de tête sec à Isabelle, qui lui rayonna comme s'ils étaient des complices. « Très bien, Georges. »« Finissons-en, » dit vivement Valenti. « Où sont les papiers et où est votre PDG ? On m'a dit que je rencontrerais enfin l'insaisissable Catherine Beaumont. »
Comme sur un signal, les portes s'ouvrirent. « TA » une dernière fois. La femme qui entra n'était pas Kate. Cette femme commandait la pièce dès la seconde où elle y pénétrait. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine puissant, impeccablement coupé. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon professionnel élégant, et elle marchait avec une confiance tranquille et inébranlable qui irradiait l'autorité. Ses yeux, froids et intelligents, balayèrent ses termes la pièce, notant chaque détail. Le personnel la dévisagea, confus. Marco Valenti semblait intrigué. Isabelle Rossi la fixa, et le sang quitta son visage. Son sourire suffisant vacilla, puis s'effondra complètement. Son esprit refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. C'était la femme qu'elle avait renvoyée. C'était la serveuse aux chaussures usées et au tablier taché. Mais ce n'était pas elle. Ce ne pouvait pas être elle. Les yeux étaient les mêmes, mais le pouvoir derrière eux était terrifiant. La femme s'avança vers l'avant de là, à pièce, se tenant devant la foule assemblée. Georges Lemaire se plaça à ses côtés. « Bonjour à tous, dit-elle, sa voix calme, claire et amplifiée par l'acoustique de la pièce. C'était la même voix qui avait dit « Très bien » avant de sortir la nuit dernière. Mais maintenant, elle portait le poids de toute une corporation. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom est Catherine Beaumont. Je suis la présidente directrice générale du groupe hôtelier Beaumont. Un hoquet collectif traversa le personnel, les mâchoires tombèrent. Les yeux de David Chen s'écarquillèrent d'une incrédulité stupéfaite, un lent sourire de compréhension naissante se répandant sur son visage. Il regarda Catherine, puis Isabelle, dont le visage était passé de pâle à une teinte grisâtre et cadavérique. Elle avait l'air de pouvoir s'évanouir. Marco Valenti et son équipe arrêtèrent ce qu'ils faisaient, leurs expressions passant de l'ennui au choqueté. Otal. L'associé qui l'avait fait trébucher semblait physiquement malade. Le regard de Catherine se posa sur son personnel. Mon père, Arthur Beaumont, a fondé cette entreprise sur un principe simple. Notre force, ce sont nos gens. Il croyait que pour comprendre une entreprise, il faut la comprendre de la base au sommet. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'honneur de travailler à vos côtés ici, à l'Aurélia. Elle fit un vague geste vers elle-même. Bien que vous me connaissiez sous le nom de Kate. Une autre vague de murmures. En tant que Kate, continua Catherine, sa voix se durcissant légèrement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que beaucoup d'entre vous travaillent sans relâche avec dignité et grâce sous une pression immense. J'ai vu le dévouement en cuisine, le professionnalisme de serveurs comme David Chen et la résilience de tout notre personnel de soutien. Vous êtes le cœur de cette entreprise, et je suis profondément fier de vous. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Puis son regard se déplaça et se fixa directement sur Isabelle Rossi. Mais j'ai aussi appris que le cœur de ce restaurant est malade. Il a été empoisonné par une culture de peur, d'humiliation et de manque de respect. Une culture qui juge les gens sur le coût de leurs vêtements plutôt que sur le contenu de leur caractère. Une culture que mon père aurait méprisée. Isabelle se mit à trembler, ouvrant la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. En tant que Kate, j'ai été publiquement moquée, constamment minée, et assignée aux pires stations pour limiter mes revenus. Tout cela parce que ma directrice désapprouvait mon apparence, dit Catherine, sa voix tombant dans un calme d'acier. Mais mon expérience n'était pas unique. J'ai vu cela arriver à d'autres. J'ai vu la peur utilisée comme un outil de gestion, et cela se termine aujourd'hui. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'autorité tranquille était plus accablante que n'importe quel cri. De plus, dit Catherine en sortant son téléphone de sa poche, j'ai découvert quelque chose de bien pire que l'intimidation. J'ai découvert du vol. Elle tapota l'écran et une vidéo fut projetée par un petit appareil qu'un de ses assistants avait installé. Les images granuleuses remplirent un mur blanc. C'était tremblant, mais l'image était claire. Isabelle Rossi, seule dans son bureau, glissant une liasse d'argent de la cagnotte des pourboires dans son sac à main. Le personnel haleta à nouveau, cette fois de colère. Tout s'expliquait maintenant. Les pourboires constamment bas, les excuses, la nouvelle voiture coûteuse d'Isabelle. Isabelle Rossi, dit Catherine, sa voix résonnant de finalité, pour vol envers votre personnel et pour avoir créé un environnement de travail toxique et abusif en violation directe de la politique de l'entreprise Beaumont, votre contrat de travail est résilié. Avec effet immédiat, la sécurité va vous escorter à la sortie. 2 gardes de sécurité en uniforme qui attendaient discrètement près de la porte s'avancèrent. Isabelle était sans voix, son visage un masque grotesque de choc et de terreur.
Elle regarda suppliante les cadres de l'entreprise, puis Marco Valenti, mais ne trouva aucune aide. Il la regardait avec un dédain froid. Alors que les gardes l'emmenaient, elle retrouva enfin sa voix, un gémissement pathétique. Mais je ne faisais que maintenir les standards. La pièce était silencieuse tandis qu'elle était escortée dehors. Catherine laissa le moment flotter dans l'air, un message clair pour toutes les personnes présentes. Puis elle tourna son attention vers Marco Valenti. Son expression n'était plus colérique, c'était celle d'une évaluation professionnelle et froide. « Monsieur Valenti, lança-t-elle, nous devions signer notre accord de partenariat ce matin, un accord qui lierait nos marques pour la prochaine décennie. Un partenariat Beaumont est plus qu'une transaction commerciale, c'est une déclaration de valeurs partagées, des valeurs comme l'intégrité, le respect et la capacité de voir la valeur chez les gens, pas seulement sur leurs étiquettes de prix. » Valenti se leva, le visage pâle. Il n'était plus le titan arrogant, il était un homme dans un trou très profond. « Mademoiselle Beaumont, je n'avais aucune idée. »« Oh, je crois que vous ne saviez pas qui j'étais, » dit Catherine, le coupant doucement. « Mais vous étiez là. Vous et votre équipe, vous étiez là hier soir quand un membre de votre personnel s'est ouvertement moqué d'une serveuse pour ses vêtements. Vous étiez là quand un autre de vos associés l'a délibérément fait trébucher. Et vous êtes resté assis en silence. Vous avez vu une personne être humiliée et votre seule préoccupation était d'avoir votre prochain verre de vin. Votre jugement, monsieur Valenti, était pleinement exposé. » Elle fit un pas de plus. « Mon père disait toujours, on peut juger le caractère d'un homme à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien faire pour lui. J'étais Kate la serveuse. Je ne pouvais rien faire pour vous, et j'ai vu votre caractère. » Elle se dirigea vers la table où le contrat attendait. Elle ramassa le document épais et magnifiquement relié. « Le partenariat Beaumont-Valenti, tel qu'il est annulé, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. Elle laissa tomber le contrat de sa main. Il heurta le sol avec un bruit sourd et final. Marco Valenti avait l'air comme si elle venait de le frapper. Son accord de plusieurs milliards d'euros, sa grande entrée dans le secteur de l'hôtellerie, venait de s'évaporer sous ses yeux. Le bruit sourd et définitif du contrat heurtant la moquette épaisse résonna dans le silence caverneux de la salle à manger. C'était un son plus puissant qu'un coup de feu, l'exécution silencieuse d'un accord de plusieurs milliards d'euros. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le personnel assemblé de l'Aurélia, qui venait d'assister au licenciement public de leur bourreau, regardait maintenant, les yeux écarquillés, un titan du monde de la technologie être mis à genoux. Marco Valenti fixait le document jeté au sol comme s'il s'agissait d'une manifestation physique de son propre échec. Son visage, habituellement un masque d'intelligence vive et prédatrice, s'était effondré. La couleur en avait disparu, laissant derrière elle une pâleur cireuse. Ses deux associés, qui la nuit dernière étaient si pleins de supériorité suffisante, semblaient maintenant rétrécir dans leurs costumes coûteux. L'un d'eux, l'homme qui avait fait trébucher Kate, tremblait visiblement, évitant à thé. Hoot prit le regard de Catherine. Il ressemblait à un écolier sur le point d'être renvoyé, l'arrogance de la veille remplacée par une peur brute et pathétique. Valenti leva enfin les yeux du sol, non pas vers Catherine, mais vers les visages choqués du personnel du restaurant. Il les vit correctement pour la première fois, non pas comme des unités de service ou des personnages d'arrière-plan, mais comme des personnes. Il vit la lassitude dans leur posture, l'espoir dans leurs yeux et la dignité tranquille qu'ils maintenaient. C'était comme si un voile avait été levé, le forçant à affronter le coût humain de sa propre indifférence désinvolte. Il se tourna enfin vers Catherine, et quand il parla, sa voix était rauque, dépouillée de tout son vernis de salle de conseil. « Mademoiselle Beaumont, Catherine, » commença-t-il, le nom s'étranglant dans sa gorge. « Il y a des moments dans la vie qui servent de miroir, vous forçant à vous voir telle que vous êtes vraiment. Hier soir et ce matin, cela a été l'un de ces moments pour moi. » Il prit une inspiration tremblante. « J'ai grandi avec rien. Mon père était mécanicien. Ma mère faisait des ménages. Je portais des vêtements de seconde main qui n'étaient jamais tout à fait à ma taille. Je me souviens de la honte. Je me souviens comment les gens me regardèrent de travers, ou pire, de haut. » Il secoua la tête, une expression de profond dégoût de soi sur le visage. « J'ai passé les 20 dernières années à construire un empire pour que personne ne puisse plus jamais me faire sentir de cette façon. Mais dans le processus, je suis devenu comme eux. Je suis devenu l'homme qui regarde les chaussures usées d'une autre personne et ne ressent que du dédain. Je suis devenu tout ce que je détestais autrefois. » Il fit un geste vers ses deux associés abasourdis.
Et j'ai encouragé cette culture dans ma propre équipe, une culture d'arrogance, de sentiment de supériorité. C'est mon échec, pas seulement la perte de ce contrat, mais la perte de ma propre humanité en cours de route. Il regarda directement Catherine, ses yeux suppliants non pas pour le contrat, mais pour quelque chose de plus fondamental. Vous avez raison. L'héritage de votre père est un héritage de caractère. Le mien, je le vois maintenant, a été un héritage de calcul. Il n'y a aucune excuse pour notre comportement. C'était méprisable. Je suis profondément et sincèrement désolé. Catherine écouta, son expression illisible. Elle voyait au-delà des excuses polies, au cœur de l'homme. Elle reconnut la sincérité née de l'humiliation totale. Son but n'avait jamais été simplement de punir. C'était de protéger l'âme de son entreprise. Elle devait décider s'il était capable de changer ou si son remords n'était que le regret fugace d'avoir été pris. « Le regret est un puissant moteur, monsieur Valenti, » dit-elle, sa voix égale et mesurée. « Mais il est aussi temporaire. Le vrai test est ce que vous faites lorsque la honte s'estompe et que le monde ne regarde plus. Un partenariat avec le groupe hôtelier Beaumont est une déclaration publique de valeurs partagées. À l'heure actuelle, nous ne les partageons pas. » Elle laissa la finalité de cette déclaration planer dans l'air avant de continuer. « Cependant, je crois plus en la croissance qu'en la destruction. Vous dites que vous voulez changer. Prouvez-le. » Elle fit un pas de plus, sa voix baissant, destinée à lui seul. « Ne m'envoyez pas une proposition. Envoyez-moi des preuves. Montrez-moi un nouveau code de conduite pour Valentitech, un qui a du mordant. Montrez-moi un programme de bien-être des employés qui n'est pas seulement pour les relations publiques. Montrez-moi comment vous changez la culture que vous venez d'admettre avoir créée. Montrez-moi comment vous traitez le personnel de nettoyage, dans votre propre bâtiment. Lorsque vos actions s'aligneront sur vos paroles, peut-être pourrons-nous avoir une autre conversation. » Ce n'était pas un oui. C'était un défi, une montagne escarpée, presque impossible à gravir pour lui. Mais ce n'était pas un non. C'était une lueur de chance de rédemption, et d'après l'expression de son visage, il en comprenait l'immense valeur. Il hocha lentement la tête, une profonde et lasse gratitude dans les yeux. « Merci, » murmura-t-il. C'était la chose la plus honnête qu'il ait dite de toute la matinée. Sans un autre mot, il se retourna et conduisit son équipe silencieuse et humiliée hors du restaurant, laissant le contrat jeté au sol comme un monument à leur échec. Alors que les portes se refermèrent derrière eux, un soupir collectif de soulagement traversa la pièce. Le nuage oppressant de peur et de tension qui avait persisté sous Isabelle et le choc aigu de la confrontation avec Valenti se dissipèrent enfin. À sa place, une atmosphère fragile et pleine d'espoir commença à grandir. Catherine reporta toute son attention sur le personnel, ses gens. Son expression s'adoucit, le masque dur de la PDG se dissolvant pour révéler la dirigeante empathique qu'elle était devenue. « Aujourd'hui, dit-elle, sa voix résonnant de chaleur, nous recommençons. Nous réaffirmons les fondations sur lesquelles mon père a bâti cette entreprise. Mon temps ici m'a montré l'incroyable force et la résilience que vous possédez tous. Il m'a aussi montré les fissures dans nos propres fondations, des fissures que j'ai l'intention de colmater, à commencer par maintenant. » Ses yeux balayèrent la foule et trouvèrent David Chen. Il se tenait près du fond, l'air dépassé, ses yeux brillant encore de larmes non versées. Il avait regardé tout l'échange comme dans un rêve. En tant que Kate, commença Catherine, un petit sourire jouant sur ses lèvres. J'ai souvent eu froid. J'étais fatigué et découragé. Mais il y avait toujours une personne qui offrait un mot gentil, qui me glissait une barre protéinée quand il savait que j'avais manqué un repas, qui me disait de ne pas laisser l'obscurité gagner. Elle marcha lentement vers lui, la foule s'écartant devant elle. Il y avait une personne qui, sans savoir qui j'étais, m'a défendu. Mais plus important encore, il a constamment défendu la mémoire de mon père et les principes que cette entreprise était censée représenter. Il était le gardien de l'âme de l'Aurélia quand tout le monde l'avait oublié. Elle se tenait maintenant devant lui. David la regarda, son visage une toile d'incrédulité et d'humilité. « David Chen, dit-elle, sa voix claire et forte, votre intégrité, votre gentillesse et votre leadership discret ne sont pas passés inaperçus. Je ne vois personne de mieux pour guider ce restaurant dans sa nouvelle ère. C'est mon paix. Refond d'honneur de vous promouvoir au poste de directeur général de l'Aurélia avec effet immédiat. » Pendant une seconde, David la fixa simplement, incapable de traiter les mots. Puis le personnel éclata. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement de joie authentique et sincère. Les cuisiniers quittèrent leur poste pour se précipiter. Les commis laissèrent tomber leur plateau et toute l'équipe se jeta en avant,
engloutissant David dans une vague de félicitations et de tapes dans le dos. Il était l'un des leurs, et sa victoire était leur victoire. Il regarda Catherine par-dessus les épaules de ses collègues en liesse, le visage ruisselant de larmes, et articula les mots « Merci ». Catherine laissa le joyeux chaos régner 1 minute avant de lever la main. Quand la pièce se calma, elle continua, son ton maintenant ferme et déterminé. Ce changement n'est pas seulement pour l'Aurélia. C'est pour les 50 000 €, employés du groupe Beaumont. Je mets en œuvre immédiatement 3 nouvelles politiques fondamentales. Premièrement, une refonte complète de nos protocoles de formation à la gestion. Désormais, les promotions à des postes de direction ne seront plus basées uniquement sur des indicateurs de performance, mais sur des évaluations par les pairs et un leadership empathique démontré. Un manager qui ne peut pas favoriser une équipe respectueuse et solidaire n'est pas un leader, c'est un passif. Cela se termine aujourd'hui. Deuxièmement, dit-elle, ses pensées sur les pourboires volés, nous établissons la ligne d'intégrité Beaumont, une ligne d'assistance éthique entièrement anonyme, gérée par un tiers pour tous les employés. Si vous voyez quelque chose de mal, que ce soit du harcèlement, du vol ou toute forme d'abus, vous aurez un moyen sûr et puissant de le signaler sans crainte de représailles. Chaque signalement sera examiné au plus haut des niveaux de l'entreprise. Nous protégerons nos gens. Et enfin, dit-elle, sa voix s'adoucissant d'émotion en pensant à son père, je veux honorer l'esprit qui a tout commencé. Nous créons le prix fondateur Arthur Beaumont. Chaque année, un employé de n'importe où dans notre famille mondiale, une femme de chambre, un bagagiste, un commis de cuisine, un concierge, qui est nominé par ses pairs pour avoir le mieux illustré nos valeurs fondamentales d'intégrité et de gentillesse, recevra une prime de 50 000 € et des vacances familiales, tous frais payés dans n'importe quelle propriété Beaumont dans le monde. Nous célébrerons l'âme de cette entreprise en la récompensant. Une vague de murmures stupéfaits et joyeux balaya la pièce. C'était plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. C'était la promesse d'un changement réel et tangible. Catherine regarda la mère de visages, des visages qui n'étaient plus seulement une main-d'œuvre, mais des individus avec des noms, des familles et des histoires auxquelles elle se sentait maintenant connectée. Le fantôme dans le bureau du 55e étage avait disparu pour de bon. À sa place se tenait une dirigeante forgée, non pas dans une salle de conseil, mais dans la chaleur d'une cuisine, la douleur des pieds fatigués et la dignité tranquille des gens négligés. Elle était partie à la recherche de l'âme de son père, et à la fin, elle avait trouvé la sienne. Elle avait assuré son héritage, non pas en le préservant sous verre, mais en lui insufflant une nouvelle vie sur le terrain, là où cela comptait le plus. Ce jour-là, une légende est née au sein du groupe hôtelier Beaumont. Pas la légende d'une PDG lointaine, mais celle de Kate, la serveuse qui a rappelé à tout le monde que la vraie valeur ne réside jamais dans le prix de vos vêtements, mais dans l'intégrité de votre cœur. L'histoire de Catherine est un rappel puissant que les leaders ne se trouvent pas seulement dans les salles de conseil. Ils sont forgés dans des moments d'observation silencieuse, dans le courage de marcher dans les chaussures usées d'un autre, et dans la force de défendre ce qui est juste, peu importe le coût. La transformation de l'entreprise ne s'est pas arrêtée à l'Aurélia. Dans les semaines qui ont suivi, Catherine a tenu parole. Elle a personnellement supervisé la refonte des programmes de formation, insistant sur des modules axés sur l'intelligence émotionnelle, la résolution de conflits et le service en tant que leadership. Elle a fait de la ligne d'intégrité une priorité, examinant personnellement les premiers de ses rapports pour s'assurer que le système fonctionnait et que des mesures rapides et justes étaient prises. Les employés, d'abord sceptiques, ont commencé à voir que le changement était réel. La peur a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment renouvelé de fierté et de propriété. D'assez. Vitchen, dans son nouveau rôle de directeur général de l'Aurélia, a prospéré. Il a géré avec la même gentillesse et le même respect qu'il avait toujours montré, mais maintenant avec l'autorité de changer les choses pour de bon. Il a mis en place des réunions d'équipe hebdomadaires où chaque voix, du plongeur au sommelier, était entendue. Le moral a grimpé en flèche et avec lui, la qualité du service a atteint des sommets sans précédent. L'Aurélia est devenue un modèle non seulement d'excellence culinaire, mais aussi de culture de travail positive au sein de l'Empire Beaumont. Environ 3 mois plus tard, un paquet est arrivé au bureau de Catherine. Il n'était pas envoyé par coursier, mais par la poste ordinaire. À l'intérieur se trouvait non pas une proposition commerciale, mais un rapport épais et sobrement relié. Il provenait de Marco Valenti. Le rapport détaillait les changements radicaux mis en œuvre chez Valenti Tech. Il y avait un nouveau code de conduite des employés, rédigé avec la contribution d'un comité d'éthique externe.
Il y avait un programme de bien-être complet qui offrait un soutien en santé mentale et un équilibre travail-vie personnelle. Il y avait des témoignages anonymes d'employés sur l'amélioration de l'atmosphère de travail. La dernière section était un rapport financier détaillant des augmentations de salaire significatives et des bonus pour tout le personnel de soutien et d'entretien de Valenti Tech, avec une note manuscrite de Valenti lui-même. Nous avons commencé par nettoyer notre propre maison. Catherine a lu le rapport attentivement, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'était plus que ce qu'elle avait demandé, c'était la preuve. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de Georges Lemaire. « Georges, organisez une rencontre avec Marco Valenti. Je pense qu'il est temps de parler à nouveau de l'avenir. » Le nouveau partenariat, lorsqu'il fut finalement signé, était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'intégrer la technologie dans les hôtels. Il incluait une initiative conjointe de la Fondation Beaumont-Valenti, dédiée à la création de programmes de formation professionnelle et de bourses d'études pour les travailleurs du secteur des services. C'était un partenariat fondé non seulement sur le profit, mais sur un objectif partagé. Un an après sa première journée en tant que Kate, Catherine se tenait à nouveau dans la salle à manger de l'Aurélia. Le restaurant était fermé, cette fois pour la cérémonie inaugurale du prix fondateur Arthur Beaumont. David Chen était à ses côtés. L'ambiance était électrique de joie et d'anticipation. La lauréate était une femme de chambre de leur hôtel de Bali, une mère célibataire qui avait organisé une collecte de fonds pour la famille d'un collègue après un accident. Elle se tenait sur la petite estrade, en la ORM, acceptant son prix. En regardant la scène, le personnel applaudissant, la femme humble et méritante honorée, l'esprit de générosité remplissant la pièce, Catherine sentit une profonde et durable paix. Elle avait affronté les fantômes de son père, non pas en imitant ses actions, mais en internalisant ses valeurs les plus profondes. Elle n'était plus une fille perdue dans l'ombre de son père. Elle était une leader à part entière, projetant sa propre lumière. Elle avait compris que l'âme d'une entreprise n'était pas quelque chose que l'on trouvait. C'était quelque chose que l'on construisait, jour après jour, dans chaque interaction, chaque décision et chaque acte de gentillesse. Et son travail ne faisait que commencer.